Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Guigault, chère Sarah, cher Monsieur Eugène. Effectivement, on va faire un bilan rapide. Avant de faire le bilan, moi je voulais vous rappeler un sondage, une enquête qui a été faite récemment auprès des Français et qui indique que parmi les 3 préoccupations des Français figure aujourd'hui l'environnement avec la délinquance et l'avenir du système social. Je crois que ça, c'est important de le prendre en compte. C'est quelque chose qui n'était pas le cas avant, notamment par rapport à tous les problèmes d'insécurité. Et une autre enquête qui spécifie que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Français attendent que les responsables politiques agissent à la fois fermement, efficacement et rapidement. Tout à l'heure, dans ses propos liminaires, Bruno indiquait l'aspect, on va dire, de l'écologie pragmatique. Alors effectivement, par rapport à une écologie qui serait plus punitive, nous avons, parlementaires du MoDem et apparentés, nous avons souhaité effectivement porter cette parole-là au sein de l'hémicycle pendant l'ensemble des débats, pas uniquement sur la loi climat, mais également sur d'autres lois. Et je vais faire un bilan assez rapide, de manière à ce qu'on puisse après échanger et que M. Eugène puisse nous faire part de son expérience et ensuite évoquer un certain nombre de points et d'aspects qui nous semblent importants sur les freins que nous pouvons rencontrer sur la mise en place de cette transition écologique. Je prendrai comme premier bilan, alors sur la loi anti-gaspillage, nous avons quand même été présents dans les débats et pour porter le zéro plastique jetable. Donc ça, c'est un élément important qui est un marqueur important d'ici 2040 pour notre groupe. Autre exemple important aussi, c'est tout ce qui concerne les meilleures informations des consommateurs. Au même titre que le Nutri-Score, nous sommes allés sur l'Eco-Score. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir ne plus consommer de la même façon et notamment agir contre l'obsolescence programmée. J'évoquais tout à l'heure la loi climat. Je voudrais moi saluer le travail, mais je crois qu'il est... Ah si, il est encore là, notre ami Erwan Balanan, qui n'a pas mis son casque de vélo aujourd'hui, mais on dirait qu'il l'a mis parce qu'il a vu la coupe de cheveux. Je pense que ça serait pareil. Voilà. Pardon Erwan, mais bon, voilà. Sur le délit d'écocide, c'est un sujet très sérieux et c'est vrai qu'il s'est beaucoup investi et nous l'avons effectivement beaucoup soutenu pour sanctionner le rejet de substances dangereuses pour la santé et l'environnement dans l'eau. Donc je sais combien il s'est engagé et combien nous nous sommes engagés à ses côtés pour avoir cette reconnaissance du délit d'écocide. Et un point aussi important, on parlait tout à l'heure d'écologie pragmatique. Je pense aussi qu'il faut mettre en parallèle l'écologie, on va dire, de proximité, la transition écologique du quotidien, tout le travail que nous avons mené sur la rénovation énergétique des bâtiments et sur le fait que nous accompagnons, en tous les cas, les habitants, les Français, à rénover leurs bâtiments, leur appartement et faire en sorte qu'il y ait moins de passoires thermiques. Je pense que ça, c'est le quotidien, c'est extrêmement important dans notre action, puisqu'on en parlait ce matin, hein, la distance que nous pouvons avoir avec les citoyens, le fait que soi-disant nous sommes hors sol. Moi, je peux vous indiquer, et je pense que c'est partagé par un ensemble de nos collègues ici présents, c'est que nous sommes beaucoup sollicités, énormément sollicités sur des problèmes sociaux, et notamment sur les problèmes de logement, puisque je ne sais pas combien vous en avez de demandes, mais moi j'ai énormément de demandes, et on va visiter ces logements sur des problèmes de passoires, sur des problèmes de chauffage, sur des problèmes de non-respect en fait de la qualité de vie de nos concitoyens. Donc je crois que c'est important de dire que nous avons été très présents sur l'aspect de la rénovation, et on le voit avec la mise en place de la prime Rénov' qui fait que nous accompagnons les personnes les plus en précarité pour qu'elles puissent effectivement être le mieux protégées. Sur une autre loi, la mobilité, ça fait un petit temps, mais c'est vrai que là aussi, on a beaucoup travaillé sur l'incidence sur notre manière de fonctionner. Et un des principaux points, c'est peut-être la fin de la vente des voitures thermiques en 2040. Enfin, je terminerai pour pouvoir après céder la parole à M. Eugène. Sur la loi Egalim et Egalim 2, on a travaillé, vous savez, sur la juste rémunération des agriculteurs et sur cet accompagnement qu'on pouvait avoir de manière à proposer une agriculture durable. Je crois qu'aujourd'hui, avec la pandémie, avec ce qui nous est arrivé, il y a une nécessité de faire autrement. On doit effectivement se déplacer autrement, on doit se loger autrement et on doit se nourrir aussi autrement. Et ça implique effectivement que nous changions, nous, en tant que consommateurs, mais ça implique aussi que ceux qui nous nourrissent puissent suivre ce mouvement et faire en sorte qu'on puisse mieux manger. Alors, le petit bémol à cette intervention, et ça sera mon dernier mot, enfin, jusqu'à présent, c'est de dire que
Oui, effectivement, ils font mieux manger, mais on est aujourd'hui face à une difficulté, c'est que ce n'est pas possible pour tout le monde. On a des quartiers, on a des personnes qui sont dans les quartiers, on va dire, et qui n'ont pas les moyens, en tous les cas, de pouvoir accéder à ce mieux manger, à de la nourriture bio. Et d'où le rôle, et là, ça sera le sujet que j'aborderai plus tard, des collectivités territoriales pour accompagner les personnes en plus en difficulté et offrir aussi dans les cantines les moyens de mieux manger. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, je vais céder la parole à monsieur Dominique Eugène, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, qui est gérant du domaine où nous sommes aujourd'hui et qui s'est engagé, on va dire, pour cultiver différemment, pour proposer une agriculture différente. Et je vais vous laisser, en tous les cas, le soin de nous le présenter. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Effectivement, je suis votre hôte aujourd'hui, donc je vous souhaite déjà la bienvenue. Merci de m'avoir fait confiance. Merci à l'organisation de m'avoir fait confiance. Que vous dire ? Le sujet, je vais l'aborder par le changement climatique. On a beaucoup de visiteurs pour faire des tours des vignes, le tour du chai, pour leur expliquer les vinifications, etc. Et vraiment, j'ai vu mon discours finalement évoluer au fur et à mesure des années pour maintenant être axé très changement climatique parce qu'on se l'est pris, plein fer, quoi. Je suis ici depuis 2007, donc ça va faire les 15e vendanges. Et le changement climatique, on l'a vraiment subi à partir de 2012. Hein. Depuis 2012, le phénomène que l'on a, c'est, vous le savez, hein, ce sont les gels de printemps. Alors non pas qu'il fasse plus froid au printemps, hein, c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est qu'il n'y a plus d'hiver, globalement. Hein. Et donc il y a un débourrement qui est beaucoup trop précoce. Arrivent les gelées, hein, jusqu'au sein de glace, hein, jusqu'à quasiment la moitié du mois de mai, qui brûle tout. Donc, ça, c'était l'exception avant. Hein. Mon prédécesseur qui était là pendant 26 ans, il en avait eu droit une fois. Maintenant, c'est la norme. Hein. Clairement, c'est la norme. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le responsable viticole de la Chambre d'agriculture. L'année dernière, c'était l'exception, puisqu'on n'en a pas eu. Bon, cette année, évidemment, tout le monde est au courant de cette calamité. Ça pose vraiment la question de savoir si ça a encore un intérêt de faire la vigne dans cette partie septentrionale, parce que si chaque année, c'est un stress monumental, hein, quand à 6 h du matin, vous quittez votre domicile, vous regardez le thermomètre de votre voiture et puis il fait -4, vous savez que c'est plié. Voilà. Et puis vous allez faire un tour dans vos vignes, vous voyez les ouvriers viticoles qui pleurent. Voilà, parce que c'est tout le travail de leur année qui est par terre. Donc c'est super compliqué, clairement. Donc en 2014, on a été les premiers sur le territoire sur l'appellation à réagir. On a installé ici une tour à vent, hein, c'est une tour anti-gel. Donc ce sont des gros investissements, puis surtout ça ne marche pas tout le temps. Hein. Donc cette année en l'occurrence c'est un gel noir, ce n'était pas une gelée blanche, donc ça n'a pas fonctionné. Il a fait -7 degrés, donc vous oubliez quoi. Donc ça c'est la partie gel pour lequel il n'y a pas vraiment pour l'instant de solution. Alors des solutions qui moi me paraissent complètement délirantes. Hein. Aujourd'hui on dit qu'il faut faire passer de l'électricité dans les fils et puis ça va produire de la chaleur, on va mettre une petite chose. Bon, ici pour qu'une famille vive il faut 20 hectares, hein. On n'est pas en Champagne où il faut 1,5 hectare, quoi. Donc c'est absolument ingérable. Et ça atteint la limite du raisonnable, hein, même quand on fait brûler du gaz, parce que c'est un moteur thermique pour faire tourner l'hélice, on se demande où est l'écologie là-dedans. Alors que nous, depuis le début, on est en bio, etc. Mais bon, donc ça c'est le premier problème. L'autre problème, ce sont les canicules. Donc cette année, ce n'est pas le cas, mais il y a 2 ans, ici, on a eu 44 degrés. Donc ça a provoqué la grillure des raisins, hein, donc la vigne s'est mise en stress. Et il n'y avait absolument rien à récolter, hein. Donc tout avait disparu, quoi. Hein. L'année dernière, il n'a pas plu entre juin et le mois de septembre. Donc, ce qui fait que les récoltes, hein, les anciens récoltaient ici le 15 octobre. L'année dernière, on a failli récolter le 15 août. Okay. Les anciens faisaient des vins de Loire à peu près 11,5 degrés d'alcool. Ici, on est maintenant arrivé sur du 13,5. Donc avant, on parlait d'un problème pour chaptaliser les vins, hein, tout le monde a ça en tête, c'était rajouter du sucre pour remonter les degrés d'alcool. Maintenant, on parle plus de comment désalcooliser nos vins. Vous voyez comment ça s'est inversé, quoi. Hein, donc oui, alors cette année, c'est le mildiou,
puisqu'il a fait extrêmement humide ces 3 derniers mois. Donc là, vous avez des pinots noirs en face, hein, donc soyez curieux, hein, allez rentrer dans les rangs de vignes. Je vous invite, hein, donc vous verrez la teneur, enfin les feuilles sont complètement cramées par le mildiou. Hein. En fait, le mildiou a fait quasiment autant de dégâts que le gel cette année, quoi. Et en bio, bon, voilà, nous on a fait ce choix-là, c'est la bouillie bordelaise, et c'est relativement peu efficace quand vous avez une telle pression de ce champignon, quoi. Voilà, donc face à ça, alors effectivement vous parliez d'engagement, donc l'engagement dès le début ça a été le bio, puis la biodynamie, donc on a attaqué en 2014, donc on fait aussi des vinifications naturelles, hein. Tous les vins que vous avez bu c'est des vins nature. Donc là, moi j'en suis à un point où je pense qu'il faut qu'on casse, enfin en tous les cas moi je vais le faire. Alors pourquoi ? Parce que je peux me le permettre financièrement, parce que en fait ce qui maintenant, c'est ahurissant, hein, on a une activité de transformation de fruits et légumes. Donc on fait des soupes, on fait des confitures, etc. pour les maraîchers et les fermiers locaux. Ben maintenant, on fait plus de chiffre d'affaires avec ça qu'avec nos 30 hectares de vignes, quoi. C'est délirant, alors qu'il y a juste un emploi, quoi. Bon. Pourquoi je vous parle de ça ? J'ai perdu le fil. Ouais, je vais casser le modèle. Merci, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Je pense, enfin, moi, c'est ma conviction en tous les cas. Vous savez, ces hectares de vignes, avec ces rangs qui sont bien alignés comme des petits soldats, je pense que c'est beaucoup trop fragile. Donc là, ce qu'on va entreprendre, c'est ce qu'on appelle la vitiforesterie. C'est-à-dire qu'on va arracher des rangs de vignes et on va mettre des pêchers de vigne. Hein, voilà. Et ce qu'on va faire, comme on fait de la transfo, on va essayer de faire des itinéraires techniques pour faire des petits fruits. C'est-à-dire on va arracher un rang et à la place, on va mettre des groseilles et des myrtilles. Enfin, pas des myrtilles, parce que le sol ne s'y prête pas, mais on va mettre des groseilles, on va mettre du cassis, on va mettre des framboises. Ça m'évitera de les acheter dans les pays de l'Est. Là aussi, on pourra en parler longuement. La difficulté depuis maintenant plus de 10 ans que j'ai à trouver des petits fruits rouges bio en France. C'est mission impossible. Donc tout vient de Serbie, de Croatie, etc. Donc ça, c'est un autre sujet dont on peut parler. Voilà, donc ça, c'est vraiment le projet qui m'anime pour proposer ici sur le domaine un autre modèle viticole, quelque chose qui soit plus diversifié. Pourquoi pas monter les vignes, mettre des moutons d'ouessant pour faire les pamperages, pour éviter un travail de sol et des labours trop profonds, etc. etc. Il faut qu'on repense le modèle viticole de façon plus... comment on pourrait dire ? Toujours pareil, quoi, moins productiviste, plus diversifié. Et puis de façon plus réaliste, hein, parce que de toute façon c'est plus possible de continuer comme ça, quoi. Cette année on va faire, je sais pas, un tiers de récolte, sachant que sur une vigne, c'est pas pour se plaindre, hein, c'est le poids des frais fixes, hein, parce que votre vigne gèle, vous devez continuer à l'entretenir, hein, sinon les années d'après c'est absolument irrécupérable, quoi. Voilà, un millier de sujets dont j'aimerais vous parler. Je vais laisser la parole. Si vous voulez me lancer sur des sujets comme l'agroécologie, la vitiforesterie, la transformation, le plan d'alimentarité territoriale, ce qu'on fait sur les circuits courts, donc en accueillant notamment des légumes, là c'est la pleine saison où on accueille des tomates, des courgettes qui sinon seraient restées sur le tas de fumier. Donc les fermiers du coin nous amènent ça. Demain, est-ce que vous serez là ? Non, je pense que c'est lundi, je vais recevoir, je crois, 400 kilos de tomates pour Solidarité Accueil. Et puis je vais faire du coulis de tomates. Et puis la semaine d'après, ils récupèrent ça, quoi. Voilà, donc vous pourrez m'interroger là-dessus, c'est ma passion. Parce que vraiment, c'est ce que je crois qu'il faut qu'on amorce, à la fois en termes d'agriculture et puis à la fois de résilience alimentaire locale pour faire face aux éventuels aléas de ruptures diverses et variées, notamment logistiques. Merci beaucoup, Dominique. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que vous voyez que cette transition écologique en matière agricole est très compliquée, beaucoup plus compliquée que certains députés dans l'hémicycle, et je parle des plus radicaux, imaginent que cela puisse se faire. Ce n'est pas en interdisant, mais bien en accompagnant qu'on réussira cette transition écologique. Et voilà, j'espère, et vous êtes un exemple, en tout cas vous êtes passionné, il y a eu des moments d'émotion assez forts, et je ne sais pas si on aura le temps de vous poser toutes les questions pendant le débat, parce que le temps nous est compté, mais je suis persuadé que parmi mes collègues, vous serez assaillis de questions au minimum à la fin du débat. Cela nous amène sur un sujet, Sven, et là je vais peut-être vous demander d'intervenir, parce que la transition écologique, forcément, ça coûte de l'argent. Alors je sais que ma collègue Yolène de Courson me dirait, la non-écologie coûte aussi de l'argent, c'est vrai, et elle va le dire tout à l'heure, mais n'empêche que pour engager
cette transition écologique de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, parce qu'on a perdu du temps depuis les premières alertes, notamment des écologistes, dans les années 80. On a mis beaucoup de temps à réagir, et maintenant, comme souvent d'ailleurs, on est un petit peu le nez devant le mur, il faut qu'on avance vite. Donc moi j'ai une question, Sven, parce que vous êtes un spécialiste des questions fiscales, et pas que, hein, puisque vous êtes un député vert, mais puisque vous êtes un spécialiste des questions fiscales, moi j'ai dans l'idée que les finances des États et des collectivités ne suffiront pas à faire une transition écologique rapide pour tenir à minima nos engagements de 2050. Donc en France, on recommence à parler de partenariat public-privé, mais vous avez sûrement d'autres solutions à nous proposer pour qu'on réussisse à réunir des finances suffisantes pour aller vers les objectifs de 2050, et si on pouvait les dépasser, mais ça ne faut pas rêver, mais au moins les tenir. Merci pour cette invitation et j'aimerais bien répondre à votre question, mais après j'ai fait quelques remarques d'introduction. J'ai accepté avec plaisir cette invitation. Je dois dire, pour rendre transparence, je suis un ami de Sivigula. On a travaillé ensemble pour longtemps et c'est déjà la raison pourquoi j'ai accepté avec plaisir. Encore plus, si l'introduction est, comme aujourd'hui, dans un format qui correspond à tous les stéréotypes franco-allemands, c'est-à-dire l'introduction d'un débat sur la transition écologique, sera en France introduit par une victime de première ligue, un viticulteur. En Allemagne, sans question, ça sera un producteur d'un diesel et c'est pourquoi on a vraiment les différences des classiques, on peut dire. Je ne sais pas si vous comprenez des blagues autour de vin. Je ne sais pas, peut-être aussi les Allemands n'ont pas vraiment des blagues acceptables. Et quand même... pour être sérieux, après cet été de climat-réalisme, il est temps de prendre un bilan, on peut dire. Hein. Cet climat-réalisme sera des feux, des inondations catastrophiques en Belgique, en France, en Allemagne, mais aussi la canicule dans plusieurs parties de l'Europe et du monde. C'est pourquoi le réalisme est là et aussi les résultats des chercheurs climatiques sont catastrophiques, mais même avec les nouvelles données de progression de changement climatique partout dans le monde, la réaction politique n'est pas là. Après l'été, j'ai espéré, évidemment, il y a le même données partout, c'est-à-dire les chercheurs ont présenté au niveau mondial de nouvelles données, mais il n'y a pas une réaction d'alarmisme, une réaction de conviction de faire plus pour changer notre politique vers une vraie politique de protection du climat. En Allemagne, il était notre fameux Cour constitutionnel à Karlsruhe qui a déclaré notre loi de protection du climat d'être contre la constitution allemande. Et cette décision de notre Cour constitutionnelle est hautement intéressante, notamment pour les partis dans la tradition libérale, parce que leur raisonnement était, si on n'agit pas assez aujourd'hui, c'est une obstruction des libertés des générations futures et qui doit prendre trop de responsabilités, trop de conséquences
pour des changements climatiques. Et c'est pourquoi la grande coalition en Allemagne a reçu cette décision de notre Cour constitutionnelle à cause d'un manque d'ambition. Malheureusement, je dois dire aussi en France, si je lis les analyses de votre loi de protection du climat, la loi climat et résilience, il y a le même manque d'ambition. Pour l'objectif d'atteindre les objectifs du traité de Paris, les fameux 1,5 degrés pour le changement climat, il faut jusqu'au 2030, en comparaison avec 1990, une réduction des émissions de CO2 de 70% en Allemagne et en France de 55%. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'objectif national en Allemagne, c'est 55%, pas 70%, et en France, c'est 40%, mais il n'est pas le 55% nécessaire. C'est-à-dire, après toutes ces analyses, après les nouvelles données, il est temps pour un vrai climat-réalisme avec une nouvelle ambition et pour rendre fin à cette manque d'ambition du couple franco-allemand, parce que sans ambition qui est au niveau de réalité climatique, sans ambition franco-allemande, on ne peut pas attendre le reste de l'Europe de nous suivre. Et en plus, l'Europe ne peut pas être crédible dans le cadre de conférence climat à Glasgow. C'est pourquoi il faut une nouvelle vague de changement climatique. Évidemment, on a reçu, après les élections européennes, le Green Deal et la loi climat au niveau européen avec le fameux Fit for 55 liste des propositions qui sont en train d'être négociées. Mais aujourd'hui, on sait déjà que aussi ce paquet n'est pas à l'auteur de climat-réalisme. C'est pourquoi aussi là, il faut une nouvelle conviction de faire plus, parce que c'est pas suffisant pour limiter les dégâts et prendre notre responsabilité vers la limitation de chauffement au niveau de 1,5 degré. Vous avez demandé comment on finance ce programme de changement climatique. Et pour moi, évidemment, il faut comprendre ce qu'est la transition écologique. Et d'abord, la transition écologique est une nécessité pour un programme massif de financement privé. Et trop souvent, on parle très rapidement sur le financement public, comme dans votre question. Mais en fait, à mon avis, il y a plein de capital. Il y a, on peut dire, trop de capital privé. On voit les taux d'intérêt dans les marchés financiers et qui donnent un clair signal, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon. Il y a beaucoup des investisseurs qui cherchent des possibilités, des opportunités pour un financement profitable dans les secteurs privés. Mais malheureusement, il n'y a pas assez des opportunités pour un financement. C'est-à-dire, si on est sérieux de fixer des prix sur le CO2 et si on est sérieux sur les règles sectorielles pour les voitures, pour la mobilité, pour les logements, pour l'industrie, etc., pour l'agriculture, on va rendre les investissements privés rentables
dans les secteurs d'avenir, dans les modèles de business d'avenir. Mais si on est trop prudent, évidemment, il est plus profitable de suivre avec l'ancien modèle plutôt que investir dans les modèles de production d'avenir. C'est pourquoi, à mon avis, l'ambition réglementaire de loi est clé pour rendre les investissements privés rentables. Il n'y a pas de manque de capital. La politique monétaire de Banque centrale européenne aide dans cette démarche, mais maintenant, c'est nous, en tant que politiciennes, de donner les signaux vers les marchés pour rendre tous ces investissements dans les technologies d'avenir rentables. C'est-à-dire, à mon avis, c'est là la vraie question de financement. La vraie question de financement, c'est pas le public, c'est comment on utilise cette massive inondation de capital privé autour qui était ramassé dans les marchés financiers pour les investissements réels. Et deuxièmement, évidemment, il y a aussi des nécessités pour le financement public. Et là, il est là vraiment les fameux débats entre l'Allemagne et la France autour des règles budgétaires. Les Verts en Allemagne proposaient un changement des règles pour le financement public. C'est-à-dire, nous sommes d'accord de poursuivre aussi des règles autour des dettes et aussi des déficits. Il faut, si on est une monnaie comme l'euro, partagée avec une responsabilité des décisions financières et économiques décentralisées dans les pays membres, il faut évidemment aussi au niveau de l'euro des règles pour une politique monétaire et économique commune. Mais notre règle est stupide parce qu'elle se limite autour des règles des déficits et des dettes. Les règles de dette ne sont pas réalistes parce que le fameux 60% ne sont pas adaptés aux situations des pays comme par exemple notamment l'Italie ou la Grèce. Et si on prend les règles d'aujourd'hui sérieux, ça serait une démarche déflationnaire pour l'Italie et la Grèce notamment, qui on ne peut pas accepter et qui n'est pas raisonnable. Et sur les règles des déficits budgétaires, on a vu les résultats partout. La réduction des déficits était notamment une règle contre les investissements publics. C'est-à-dire, partout en Europe, on voit le même résultat. Les pays membres ont réduit les investissements pour limiter les déficits. Évidemment, pour la politique, c'est assez logique parce que très souvent, les investissements, on ne peut pas avoir des effets immédiats. Et le court-termisme qu'on voit dans le débat du climat, on voit aussi dans le Parlement, c'est-à-dire le court-termisme défavorise les investissements. Mais il faut les investissements aussi pour la transition écologique. C'est pourquoi, à notre avis, il faut changer notamment les règles autour des déficits et fixer aussi des objectifs contraignants pour les investissements. C'est-à-dire qu'il faut favoriser les investissements avec une règle d'investissement pour limiter ce effet négatif. C'est pourquoi le financement public
doit recevoir des changements des règles et en plus, les déficits publics sera réduit efficacement avec une lutte partagée contre la concurrence fiscale dommageable en Europe et contre le blanchiment d'argent en Europe. Il est là où on peut relativement facilement, avec un mode de coopération, limiter l'évasion fiscale et la fraude fiscale, qui est une des raisons principales pour les problèmes de financer le budget européen. Mais pour conclure, c'est-à-dire ce que les Verts défendent pendant la campagne électorale en Allemagne, c'est après les élections, il faut à la fin réagir positivement aux propositions de Macron. C'est-à-dire Macron, après sa élection, a fait sans élection, il a fait des propositions remarquables. Il était une faute historique de grande coalition d'avoir pas accepté cette proposition de construire une Europe d'investissement, de coopération, de sécurité. Et il faut, l'Allemagne doit réagir à cette proposition qui était, par exemple, développée dans plusieurs grands discours avant ses élections. J'espère que cette proposition existe encore pour construire une vraie Europe d'ambition climat, d'ambition d'investissement ensemble dans le bien commun de l'Europe et qui est nécessaire pour sauvegarder notre avenir et aussi notre compétitivité économique vers d'autres pouvoirs dans le monde qui ont beaucoup plus de possibilités de développer les technologies d'avenir. C'est pourquoi il faut un nouvel souffle européen après ces élections et j'espère que de nouvel gouvernement va prendre au sérieux ce défi européen pour construire le moteur franco-allemand ensemble. Voilà, et c'est pourquoi je vous remercie pour cette possibilité de le dire ici et merci beaucoup pour cette invitation. Sven, merci beaucoup. Et d'aucuns disent que vous seriez appelé à de plus hautes fonctions que celles de parlementaire dans un avenir proche. Et je pense que vous aurez tout loisir à ce moment-là de vous entendre avec le président Macron pour faire avancer les choses de manière plus efficiente. J'ai une ou deux questions pour vous. Si vous avez encore le temps, vous me dites, Sven, parce que je sais que vous avez des impératifs horaires et il n'est pas question pour nous de vous monopoliser trop longtemps. Vous avez le temps pour quelques questions ? Oui, oui, évidemment. Donc j'ai une question, je vais donner la parole à un de vos presque compatriotes, puisqu'il est député français à l'étranger. C'est Frédéric Petit, il est dans la même circonscription que vous et il a une question à vous poser. Merci, oui, je suis député des Français qui sont installés en Allemagne. J'ai une question très politique, en fait, auquel vous avez commencé à répondre à la fin de votre entretien. Quel rapport, puisque vous êtes au Parlement européen, quel rapport voyez-vous et quelle différence et quelle ressemblance voyez-vous entre la façon dont les Verts allemands se sont structurés et la façon dont les Verts français se sont structurés ? Je vous raconte une anecdote. Il y a à Düsseldorf une dame qui est élue française locale, des Français à l'étranger, et qui est en même temps adjointe au maire de Düsseldorf, qui est en même temps allemande, adjointe au maire de Düsseldorf, Grüne, natürlich. Et elle m'a dit la semaine dernière, je suis Grüne, mais jamais je ne voterai pour Europe Écologie. Comment voyez-vous ça et comment, vous avez également parlé du moteur franco-allemand, comment voyez-vous cette écologie politique à l'Est, dans des pays où on sent que les sociétés adhèrent, mais où cette politique n'est pas portée ?
C'est à moi de oui, Sven, pardon, c'est à vous. Oui, d'accord. Au Parlement, c'est, comme vous savez, la parole est toujours donnée. Et voilà. Et bon, merci pour cette question que j'ai attendue. Mais évidemment, je dois vous dire, je vois pas cette différence énorme entre ELV et les Verts allemands. Je vois deux systèmes électoraux. Et les deux systèmes électoraux et notre construction de fédéralisme en Allemagne change une chose. Les Verts en Allemagne sont au gouvernement en ce moment dans 11 des 16 Länder. C'est-à-dire, on a beaucoup de responsabilités. Sans les Verts allemands, pas de loi passe aux deuxième chambre, aussi au niveau fédéral. C'est-à-dire, nous sommes, à cause de notre constitution, dans une gouvernance partagée ensemble entre tous les partis démocratiques, sauf l'extrême droite qui est hors question. Tous les autres partis politiques sont partis dans les coalitions à géométrie variable. À cause de cette différence de système électoral, tous les partis en Allemagne sont différents. Par exemple, chez vous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une coalition entre les partis de centre-gauche et centre-droite. En Allemagne, c'est totalement normal. C'est-à-dire, il y a beaucoup de différences à cause du système électoral. À mon avis, ce système en Allemagne force tous les partis politiques d'être plus dans la logique de gouvernement permanent et de co-responsabilité pour l'ensemble de notre pays. C'est pourquoi j'étais très déçu que les annonces en France d'introduire plus de proportionnel en France n'étaient pas maintenues par le gouvernement Macron et la majorité du Parlement Macron, dans le Parlement pour le Macron, parce que je crois à la fin, ce système a beaucoup des atouts. Deuxièmement, sur l'écologie notamment, mais aussi autour de l'Europe, il y a des convictions partagées fortes entre nos partenaires en France et les Verts en Allemagne. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu le vote sur la nouvelle CAP. Le système, comme il était expliqué par votre viticulteur, le système agricole est en panne totale en Europe. Et malheureusement, le gouvernement français avec le gouvernement allemand ont partagé la même conviction. Il faut plus ou moins suivre le modèle de CAP comme il est aujourd'hui, même si c'est contre les animaux, la biodiversité et même les petits producteurs dans les zones rurales. Et malheureusement, aujourd'hui, aussi le groupe Renew au Parlement n'a pas renouvelé l'Europe, mais voté pour le compromis douteux. C'est pourquoi mon réponse est, comme j'ai expliqué aussi autour du climat-réalisme, malheureusement, il y a un manque partagé d'ambition entre les deux gouvernements en Allemagne et en France de prendre sérieux les responsabilités autour du climat. Et là, notamment, notre conviction, on partage évidemment avec nos partenaires français. Et je dois dire que malheureusement, l'ambition du président autour des questions écologiques, comme il était exprimé après le résultat des grands processus citoyens en France, n'était pas réalisé dans la loi comme il est voté maintenant au Parlement. Je dois le dire ouvertement et c'est pourquoi je ne vois pas cette différence
comme vous avez abordé, mais je vois des conséquences de notre système démocratique. C'est juste. Merci Sven. Alors, je ne pensais pas qu'on allait déplacer le débat du Parlement européen ici à Cheverny, mais votre collègue Christophe Grudler du groupe Renew veut vous répondre. Merci Évidemment. Sven. Merci Sven. Ça fait plaisir. Bonjour, d'avoir un échange un peu comme ça indirect, mais bon, on a beaucoup de respect pour le groupe des Verts européens, avec lequel on peut travailler vraiment beaucoup, parce qu'au Parlement européen, en effet, les majorités se font de façon transversale. C'est très rarement les groupes qui votent en bloc. On va chercher au PPE, donc à droite, on va chercher chez les socialistes, on va chercher chez les Verts des partenaires pour faire avancer notamment la cause de l'écologie. Donc, quand j'ai entendu dire que les méchants Renew là n'avaient pas toujours bien voté, alors c'est vrai qu'on a des petites différences qui restent. Et je trouve que, pour répondre à la question de Frédéric Petit, entre Europe Écologie Les Verts et l'autre partie, on va dire, du groupe politique, il y a aussi des choses qui ne font pas consensus. Je prends la question du nucléaire, par exemple. Je veux dire, il y a une partie des écologistes du Nord qui comprennent que pour atteindre la neutralité carbone, on peut avoir besoin du nucléaire. Et ils l'admettent dans leur groupe. Ils ont des différences. Comme nous, chez Renew, on a des différences entre les ultralibéraux, puis les démocrates chrétiens un peu comme nous, il y a un peu de différence. Je prends l'exemple de la taxonomie européenne pour terminer. La taxonomie, c'est le financement privé. C'est hyper important. La taxonomie, c'est la finance verte pour demain. Il y a aussi la BEI qui devient la Banque du climat, qui va permettre de financer les entreprises et les collectivités. Mais il y a la taxonomie verte qu'on discute en ce moment. Et on n'arrive pas à terminer. Ça va classer en fait toutes les énergies vertes et ça va permettre d'avoir des financements privés, de donner un signal au marché pour qu'on arrive à lever des millions, voire des milliards. Je vous prends juste un exemple. L'hydrogène, c'est 500 milliards d'investissements d'ici 2050. Donc on a tout ce qu'il faut, sauf qu'aujourd'hui, on bloque sur le nucléaire, par exemple. La France, et nous, en particulier les députés Renew, on tient à ce que le nucléaire, qui est neutre en carbone, puisse bien être dans la taxonomie, parce qu'il permet de lutter contre le réchauffement climatique, et que la Commission a dit que si on n'avait pas 13% de nucléaire dans le mixte, en 2050, on n'arriverait pas à atteindre les objectifs du Green Deal. D'autres n'y croient pas. Et ça veut dire qu'il y a des combats aujourd'hui qui font qu'on retarde les programmes et que ça, c'est un petit peu dommage. Donc je pense qu'on doit continuer à travailler ensemble parce qu'on a les mêmes objectifs, clairement. Le Green Deal en 2050, les Verts le défendent, nous, on le défend aussi. Alors on a peut-être des visions différentes, peut-être sur l'agriculture, peut-être sur d'autres thèmes, mais on essaye de travailler ensemble en toute intelligence. Alors continuons comme ça. Merci. Merci beaucoup Christophe. Merci Sven. Je voudrais franchement que la salle vous applaudisse encore, Sven, parce que vous avez fait l'effort d'être en visio, ça n'a pas été facile techniquement, et vous parlez un français remarquable, et ça a été très facile pour nous. Parce que si vous voyez mon allemand, vous comprendriez tout à fait ce que je dis. Hein. Voilà. Merci encore de nous avoir répondu à cette question. Si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez rester, mais je vais passer la parole maintenant à ma collègue Yolène, qui va faire intervenir aussi notre ministre, notre secrétaire d'État Sarah El Haïry, qui attend depuis longtemps, et Yolène, qui veut nous parler des freins, des mentalités, si j'ai bien compris. Oui. Alors moi, dans ma circonscription, je m'appelle la grand-mère de Greta. Donc c'est pour vous prévenir tout de suite. Hein, ouais. Voilà. La grand-mère de Greta, comme ça, j'annonce tout de suite la couleur. Moi, je suis ravie d'être dans ce groupe. Et la grand-mère de Greta a très envie de pouvoir faire progresser l'idée de l'écologie dans ce groupe. Déjà, on a commencé à le faire avec ceux qui sont déjà archi convaincus, comme Erwan, Sandrine et d'autres. Hein, il y a déjà... Alors, oui, parce que moi, j'ai perçu que quand on avait commencé à parler de ce sujet, Bruno et tous les autres avec qui on a commencé à parler de ça lorsqu'on préparait cette émission, on nous a dit l'écologie ça coûte cher. Bon, alors l'écologie ça coûte cher, mais la non-écologie ça coûte beaucoup plus cher. Il y a un groupe d'économistes américains, il y a 738 économistes américains qui ont jugé que ça coûtait 1700 milliards de dollars d'ici 2025 et 30 000 milliards de dollars à horizon 2075. Ça, c'est la non-écologie. Ça coûte très cher. Ne serait-ce qu'une petite tempête comme Alex qu'on a eue dans le sud de la France et en Italie qui a tué 16 personnes, elle a coûté 3,2 milliards de dollars et tout ça n'est pas forcément assuré. Hein. Dans les pays pauvres, c'est assuré à 4%. Chez nous, c'est assuré à 60% les dommages. Et ça, c'est les coûts comme ça, en dollars. Mais le coût le plus grand, c'est le coût humain, le coût pour la santé environnementale,
humaine, animale. Donc ça, c'est des coûts très importants. Et tu parlais tout à l'heure de la malbouffe, Aude. Eh bien, ça, c'est un coût très important, cette malbouffe. C'est pour ça qu'on avait proposé, avec le soutien du MoDem, un chèque alimentaire, un chèque bien mangé, parce que la malbouffe, c'est très cher en matière d'obésité enfantine, obésité des adultes, maladies comme le diabète, etc., etc. Mais tout ça fait que, moi je suis convaincue que l'écologie, c'est pas simplement il y a l'économie et puis il y a l'écologie. Je pense que l'écologie est une nouvelle économie, mais c'est surtout un projet de société. Et quand on a parlé ce matin offense, nuance, espérance, ben je pense qu'avec l'écologie, on est du côté de l'espérance. Et notamment pour les jeunes, c'est pour ça que j'ai dit la grand-mère de Greta, parce que moi j'ai beaucoup d'amis très jeunes qui me parlent, et j'imagine que vos enfants vous parlent aussi beaucoup de développement durable. Mais qu'est-ce que tu fais pour le développement durable ? Eh bien justement, Sarah, je voulais te poser la question. Tu t'occupes de l'engagement de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous donner ton éclairage sur ce que nous présentons, nous parlementaires, comme l'envie irrépressible des jeunes d'agir en faveur du climat et les freins qui se posent encore à eux pour agir ? Merci beaucoup, Hélène. Alors, si on devait prendre par le début, ce qui est certain, c'est que les jeunes, ils ont conscience d'une chose, c'est que l'État ne peut pas tout. Ils l'assument, ils le disent, c'est assez cash et assez clair. Maintenant, la transition environnementale, l'écologie, le développement durable, le climat, en réalité, cette génération, elle est née avec, c'est des natifs. Ils sont nés avec les tempêtes, ils sont nés avec les inondations, ils ont conscience, ils n'ont plus besoin d'aller chercher cette conscience, ils sont nés avec. Et donc à partir de là, en réalité, ils nous apprennent plus de choses que parfois on a l'impression de leur apprendre, parce qu'ils considèrent, et c'est peut-être la grande différence entre les générations, c'est qu'ils considèrent qu'ils appartiennent à la planète. Et que, du coup, de fait, préserver cette planète de différentes manières, eh bien, c'est répondre à leurs propres enjeux. Maintenant, on y était ce matin, il y a la place de la nuance. Allez, il y a deux grandes familles de pensée autour de l'écologie, autour de la planète, de notre responsabilité. Il y a ceux qui disent qu'il y a qu'à Faucon, hein, tout est facile, que c'est trop tard, les défaitistes et les autres. Et nous, on fait partie des autres. Et il se trouve que l'intervention de Sven, la tienne, et ça vient compléter votre intervention, Dominique, nous, on fait partie des pragmatiques, c'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens qui sont les nôtres, absolument tous. Et on considère effectivement que l'État ne peut pas tout et même ne doit pas tout. Parce que cette transition environnementale, cette révolution écologique ne peut fonctionner que si chacun y met prend sa part, prend sa place. Et là, j'ai un petit sourire peut-être un petit peu moqueur, mais je vais taquiner mes anciens collègues de la commission des finances. Je pense à évidemment Jean-Paul, Bruno ou Mohamed qui sont dans la salle, parce que oui, la fiscalité est un accélérateur. Ça donne un cap. Maintenant, non, nous ne sommes pas des décroissants, nous ne sommes pas pour une fiscalité punitive. Au contraire, je crois que, et les jeunes, en grande majorité c'est le cas, croient à la croissance verte. Alors je sais que pour certains c'est galvaudé, mais pas du tout. À la science, à l'innovation, au progrès. Et tout ça ne peut fonctionner. Et c'est peut-être la grande différence peut-être entre la génération qui a aujourd'hui 35-40 ans et ceux que je vois qui ont 16 et 20 ans. C'est que ça ne peut fonctionner que si c'est conjugué avec des droits humains. Ça ne peut fonctionner que si en même temps cette transition, en tout cas ces grandes transformations, on accompagne tout le monde. Sinon, c'est injuste. Et tout à l'heure, on parlait d'une génération offensée. Oui, elle est offensée quand on fait rien ou quand on laisse une partie du pays ne peut pas, qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça que le chèque alimentaire est important. Et donc, cette transition environnementale, elle doit être totale, c'est-à-dire sur la biodiversité, sur le climat, sur l'environnement, sur la santé environnementale. L'information, elle est là. Les expertises, elles sont là. Les rapports du GIEC, on les connaît. Donc le temps, aujourd'hui, qui est le nôtre, c'est le temps de l'action. Et il ne peut fonctionner que si on donne le volant à chacun. Et c'est mon job, avec l'engagement, avec les associations, avec aujourd'hui l'éducation et le fait de leur dire, vous savez, on ne peut pas être heureux quand on n'a pas le volant. Moi, je préfère me tromper, je préfère pas bien faire et essayer de corriger que de subir. Et cette génération, mais je crois que quand on s'engage également dans la vie politique, c'est la même chose, eh bien on prend le volant. Et cette jeunesse, elle a envie de le faire, elle le fait déjà, et je crois qu'on peut continuer à l'accompagner en lui donnant les moyens de le faire, c'est-à-dire en lui disant, et peut-être ça rejoint, et comme quoi notre fil rouge, il tient dans notre famille politique, ça rejoint la table d'Isabelle tout à l'heure sur la démocratie avec Erwan sur l'abstention, les engagements, ils sont complets. Oui, quand on s'engage et qu'on vote, alors on prend sa part pour la transition environnementale. Et non, ce n'est pas en votant pour les
10 ans, les 10 œufs, mais plutôt les feux œufs, qu'on transforme vraiment les choses. Et donc, lutter contre l'abstention, accompagner l'éducation, lutter contre les inégalités sociales, tout ça permet cette transformation et cet accompagnement de cette, en tout cas, révolution écologique solidaire et celle que, du coup, qui nous ressemble. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais fondamentalement, je crois que chacun a sa part. Et c'est pas en étant dans le plaidoyer qu'on transforme, mais au contraire, c'est en accompagnant la prise en main et finalement l'action qu'on réussira. Merci Sarah, merci Madame la Ministre. Alors moi je propose en fait une sorte de stratégie qu'on pourrait avoir dans ce groupe. C'est la stratégie du coucou. À l'heure où il y a 70% des oiseaux des bois qui disparaissent, enfin en tout cas un tiers des oiseaux des champs, le coucou est un animal très respectable. Et en fait, la stratégie du coucou, c'est de se dire, on peut très bien, il y a un certain nombre de partis écologistes qui défendent un certain nombre d'idées, mais moi je dis, ils l'ont rêvé, nous on va le faire. C'est-à-dire que ces partis écologistes, ils ont une certaine audience. On a vu les élections, ils ont une montée en Europe, ils ont une montée dans certaines grandes villes de France. Donc ça veut dire que les idées qu'il y a derrière, c'est des choses qui intéressent les gens. Donc on ne peut pas mépriser les choses qui sont dans ces partis. En revanche, ce qu'on peut faire, nous, c'est s'en saisir et les faire. Et par exemple, alors là, Philippe Vigier n'est pas là, mais c'est spécial dédicace pour lui, la décroissance. Bon, la décroissance, je pense qu'on est tous décroissants, quelque part. Est-ce que vous connaissez des gens qui disent « Ah ouais, non, il faut continuer à hyper consommer, gâchons, jetons l'argent par les fenêtres, gaspillons ». Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans le Bon Coin, ils vont chez Vinted. Maintenant, il y a quand même une pratique de la sobriété qui commence à rentrer dans les mœurs. Et je pense que l'idée de décroissance, c'est le mot qui est mauvais. Mais l'idée de plus de sobriété, je pense qu'il y a des choses à creuser et qui peuvent toucher grand nombre de Français. Et beaucoup de jeunes qui n'ont plus envie de super gaspiller. Voilà. Et je pense que les idées qui sont dans ces partis, il y en a certaines qui sont très bonnes, mais surtout, on doit les rendre, comme tu l'as dit au départ, Aude d'ailleurs, pragmatiques. C'est-à-dire de dire, on les prend, tel le coucou, on fait notre nid dans le nid des autres et on le convertit en solution. Comme tu disais aussi, toi aujourd'hui, l'autre jour, Bruno, une écologie de solutions. Mais je pense que les solutions, mais il faut y aller vite. Par exemple, moi j'ai regretté dans la loi climat et résilience que les écolabels, on ait mis 5 ans à les faire. Moi je trouve que 2 ans, ça aurait été très bien. 5 ans, ça me semble beaucoup trop long. Donc maintenant, il faut qu'on accélère et qu'on soit une force de pression pour qu'on accélère les choses, parce qu'il y a urgence, on le sait. Et Thomas, c'était Pisani-Ferry l'autre jour sur France Inter, qui disait que, par exemple, en ce qui concerne l'industrie automobile, que ça va être hyper brutal. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit à la manœuvre et que nous, politiques que l'on est, on accompagne justement ça, mais dans une certaine vitesse et un certain rythme. Non, mais tu vois, Yolande, je vais juste répondre 2 secondes à ton propos. Moi, je suis d'accord dès l'instant où l'accélération qu'on fait va avec la protection des plus précaires. On a quelqu'un ici qui est gérant d'un domaine qui connaît des difficultés et qui voit que l'accélération du changement climatique doit aussi s'accompagner d'aide des collectivités de l'État. Ça, c'est important. Et pour te répondre sur l'industrie automobile, je m'arrêterai là sur l'industrie automobile. Quand j'entends M. Jadot dire qu'on va arrêter les moteurs thermiques en 2030, il est déjà en retard de 5 ans. Parce que nos industriels n'ont pas attendu. Les groupes français, que ce soit PSA ou Renault, vont arrêter la production de moteurs 100% thermiques, donc 100% à énergie fossile, en 2025. En 2025, c'est 2 industriels, et on ne les a pas beaucoup écoutés pendant la Convention citoyenne pour le climat. Je le regrette. 94% des auditions ont été faites sur des ONG environnementales et 6% uniquement sur le monde économique. Et là, il y a une erreur de méthode. Parce que si on avait écouté ces 2 grands industriels-là, ils vous auraient expliqué qu'en 2025, sortiront de leur chaîne de montage uniquement des voitures hybrides et 100% électriques. Donc bien avant que ce que réclament certains qu'on considère comme excessivement radicaux, finalement. Donc on en vient aussi au soutien à la fois de l'État, Sarah en a parlé, l'État ne peut pas tout. Non, l'État ne peut pas tout, il faut que chacun aussi se prenne en main. Et puis il y a aussi le soutien peut-être des institutions. Aude, si tu veux en parler. Non, tu veux pas. Vas-y. Mais si, mais en fait, moi j'avais des questions pour Sven, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Mais oui, mais pris par le temps. Et puis en plus, on a effectivement une contrainte de temps, donc je vais faire très très rapide. Effectivement, lorsqu'on peut discuter un petit peu, échanger avec les maires de nos circonscriptions, on s'aperçoit qu'il y a une grande difficulté pour mettre en place la transition écologique. Il y a un problème de frein financier, ça c'est certain, un problème de
ressources humaines et un problème aussi, un problème au niveau social. Je l'ai exposé tout à l'heure assez rapidement. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on parlait aussi ce matin de la prochaine loi qui va prendre en compte tous les la 3D, 4D ou 3DS, comme vous voulez. Aussi, oui. Et en fait, il faut juste prendre en compte une chose, c'est que la différenciation doit aussi s'appliquer dans la mise en place de toutes les actions de transition écologique. On ne peut pas mener les mêmes actions lorsqu'on est dans une commune de 500 habitants que lorsqu'on est dans une commune de 40 000 habitants. Donc je crois qu'il y a nécessité aussi à prendre ce prisme et à bien comprendre que tous les élus, par exemple, il y a une boîte à outils qui a été mise en place par le ministère de la Transition écologique. Je ne suis pas certaine que vous la connaissez ou que les élus de vos circonscriptions les connaissent, parce qu'il y a toute une liste d'actions et d'aides que l'État peut apporter aux collectivités. Et aujourd'hui, lorsque moi j'en discute avec mes maires, ils ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Donc, moi je veux bien, je veux dire qu'on parle effectivement sur le plan européen, sur un certain nombre de choses, mais si on veut aller plus vite, il faut déjà être dans le concret. Et le concret, c'est l'accompagnement que l'on peut avoir sur les élus locaux. Sarah, tout à l'heure, tu évoquais la fiscalité locale. Et c'est vrai que moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à mener sur le fait qu'elle soit... Alors, ce n'est pas ton domaine aujourd'hui, mais peut-être me répondre. C'est qu'aujourd'hui, elle est peu éco-compatible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des mécanismes fiscaux qui favorisent la création du foncier, donc de l'étalement urbain. Donc, on n'est pas non plus là dans une action, on va dire, de protection de l'environnement. Donc, je ne sais pas comment on peut faire sur cette fiscalité. Je crois que tu peux nous répondre. Et dernière chose... moi, j'ai échangé avec un maire d'une commune de Saint-Martin-en-Bière, donc petite commune sympathique de ma circonscription, et elle me disait qu'en fait, on n'a quand même plus de réserve parlementaire. Elle s'est traduite en DETR, elle s'est traduite en FDVA, et elle me disait fort justement que ce ne serait pas totalement idiot que cette réserve parlementaire puisse revivre pour flécher vers des actions environnementales. Voilà, et voilà. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire, alors dans cette mandature, on va dire que c'est fini, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire pour qu'on puisse, nous, agir différemment pour nos territoires et qu'on puisse au moins flécher sur la transition éco et accompagner nos élus qui sont de petites communes. Et je pensais que c'était plutôt de bon sens ce qu'elle me disait. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vais laisser Sarah me répondre enfin sur la fiscalité qui est peu éco-compatible. C'est carrément de bon sens, c'est tellement de bon sens que dans la loi qui a été promulguée récemment sur la trésorerie des assos, qui est quand même la nôtre, ça permet le retour non pas de la réserve parlementaire, mais à minima de réduire en fait les conséquences, une partie des conséquences de la suppression, avec du coup le fait de pouvoir siéger dans les commissions uniquement FDVA, encore et malheureusement, mais c'est un premier pas qui permet peut-être de réouvrir plus largement d'autres sujets. Mais pour aller droit au but, quand tu poses la question de la fiscalité locale, cette transition, cette révolution nécessaire, vu l'urgence, elle peut fonctionner si effectivement chacun peut une action et la prend pleinement. Quand on parlait tout à l'heure d'industrie, l'industrie se transforme et elle va même plus vite en réalité que les plaidoyers, les discours aujourd'hui. Que ce soit le mix énergétique, que ce soit aujourd'hui la production industrielle elle-même, et c'est pour ça qu'il y a un plan de relance de 100 milliards, dont 30 milliards spécifiquement ciblés sur la transition environnementale. Mais là où tu as raison, ça ne peut fonctionner et ça ne peut embarquer tout le monde que si ça vient au plus proche, et donc du coup entre les mains des élus locaux. Et pour ça, effectivement, cette fiscalité-là, elle peut être modulée, accompagnée, et peut-être de nouveaux outils seraient bienvenus. D'où le débat tout à l'heure avec Jacqueline et Marc en particulier sur évidemment le droit à la différenciation. Non, l'uniformisation n'est pas la même partout. Les problèmes que nous avons dans l'Ouest ne sont pas les mêmes que ceux du Sud, ou encore ceux que vous vivez aujourd'hui ici. La ligne est assez logique. Il faut que chacun saisisse son pouvoir d'agir. Si l'accompagnement et le coût de cet accompagnement est plus intéressant parce qu'il devient investissement, et c'est ce que tu disais, Yolène, alors il y aura une accélération de fait législative, évidemment au niveau de l'État, parce que c'est le cap et c'est la volonté politique, mais surtout sur nos territoires, dans nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont aussi des consommateurs. Et oui, ils ont un comportement de consommateur beaucoup plus responsable. Maintenant, cette transition, elle se transforme que si effectivement il y a tout le monde, les élus, les profs, les familles, les citoyens, et évidemment... la volonté politique qui est derrière. Donc on a bien vu, merci Sarah, on a bien vu un petit peu le schéma. On a fait le schéma européen au niveau du financement, on a fait le schéma du coût de la non-écologie versus le coût de l'écologie qu'il faut accélérer. On a parlé des collectivités locales. Moi, je voudrais interroger Dominique Eugène sur, là on va rentrer dans
j'allais dire dans la vraie vie, mais en tout cas dans ce que voient réellement les gens sur le terrain. Moi, je voulais savoir quelles étaient les subventions, comment ils se débrouillent pour essayer de se faire cette transformation écologique induite par le climat, induite par le changement climatique, quelles aides ils reçoivent et si elles sont faciles à récupérer pour que ça nous donne une idée de la difficulté qu'ont les gens au plus près du terrain à récupérer cette manne financière qui arrive. Ou pas d'ailleurs. Oui, merci de me poser cette question. Ça va me permettre d'aborder quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est mon actualité, puisqu'effectivement, on vient de recevoir une subvention sur un projet de résilience alimentaire territoriale. Hein. Donc concrètement, c'est animé très localement par le pays des châteaux, et ça va me permettre d'augmenter des capacités de production et de transformation pour faire face aux bouleversements dont on parle. Alors de quoi s'agit-il concrètement ? Donc je vous ai parlé tout à l'heure de tomates qui allaient arriver sur l'exploitation en tout début de semaine, que je vais transformer en coulis pour éviter que ça reste sur champ. Bon. Je vais essayer de poser la chose avec un tout petit peu plus de recul. Avec ce changement climatique, on est en train de perdre un certain nombre de biens communs qui vous appartiennent, qui m'appartiennent. Donc on peut penser à la biodiversité, on peut penser à l'eau. Et il y a autre chose aussi, je pense, qu'on est en train de perdre et qu'on a perdu, ce sont les solidarités. Les solidarités entre nous, je pense que ça fait partie de ce qu'on est en train de perdre avec ce bouleversement. Et grâce à cette subvention, ça va me permettre d'accueillir plus de produits, de transformer plus, pour jouer plus ma carte solidaire avec les fermiers aux alentours. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est un agrandissement de chambres froides, c'est un autoclave d'une taille supérieure. Alors tout ça, je vois Emmanuel qui est là, mais c'est vraiment artisanal. Hein. On ne parle pas du tout. Je viens de Nestlé, j'ai passé 17 ans chez Nestlé, y compris en Suisse, donc première société agroalimentaire mondiale, à faire de la stratégie au niveau mondial. Donc là, je suis maintenant à l'autre bout de l'échelle en termes de volumétrie. On parle de tout petits volumes, on parle d'artisanat, on est bien d'accord. Hein. Mais grâce à ça, donc, je vais pouvoir augmenter des capacités de stockage pour pouvoir accueillir plus de mes voisins. Hein. Il ne faut pas les chercher très loin. Il y a Dylan, c'est un jeune paysan qui est à 4 km qui m'amène ses courges. Hein. Il y a Philippe qui va m'amener ses courgettes. Il y a Christelle qui m'amène ses aubergines, etc., etc. C'est de ça dont on parle. Hein, pour que j'y apporte une valeur de transformation. Et ensuite, ce sont des produits qui repartent sur leur marché paysan ou dans les paniers des AMAP. Donc, vous voyez, c'est microscopique. Et là, oui, la subvention est descendue. Je vais agrandir mes capacités de stockage, je vais augmenter mes capacités de stérilisation et je veux pouvoir m'ouvrir à d'autres technologies. Je vais faire de la déshydratation douce, par exemple, etc. Oui. Jimmy, on va te donner un micro, sinon on n'entend pas. Non, Jimmy, c'est enregistré. Oui, mais votre capacité de traiter plus va peut-être aussi demander aux agriculteurs de produire plus, de prendre plus de terres agricoles. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Où est le bon équilibre ? Non. Là, c'est le surplus. Il y a Philippe qui est passé, c'était la semaine dernière. Il m'a dit, écoute, cette année, les volumes seront beaucoup moins importants parce que, comme toi, j'ai le mildiou. Donc, t'attends pas à des gros volumes. Hein. D'ailleurs, je vais t'apporter, je pensais faire une ratatouille, je vais te l'apporter au fil de l'eau, je ne peux pas tout apporter, et puis il y en aura beaucoup moins. Non, il s'agit de prendre ce qui ne peut pas être valorisé sur leur circuit traditionnel, hein, qui serait resté sans valeur, hein, qu'ils auraient perdu. D'éviter le gaspillage, en fait. Ouais, moi je me récupère des légumes qui sont tachés, mais bon, pour faire du coulis. Bon, voilà, on va. Donc c'est ça dont il est question aujourd'hui, et c'est ça que les subventions sont venues reconnaître. Mais c'est extrêmement localisé, hein, c'est hyper territorial. Les fermiers, on parle de Val Biocentre-Land, enfin des fermiers qui sont vraiment à une journée de cheval et de charrette, quoi. Bien, alors moi, on me presse de tous les côtés. Il faut vraiment qu'on arrive à conclure. Donc je vais vous remercier. Je suis désolé, Yolène, tu veux faire une conclusion, mais excessivement rapide, parce que sinon, on est hors tanche, c'est ça ? Je regarde Lisa qui d'habitude me regarde gentiment, mais elle me regarde méchamment là.
Dominique, merci beaucoup. C'était intéressant de voir aussi le résultat sur le terrain de tout ce que nous votons au Parlement, de tout ce que le gouvernement met en place, parce que des fois on a peur que ça ne redescende pas sur le terrain, mais la preuve, ça redescend sur le terrain. Dominique est encore là un peu avec nous après, dehors, si vous voulez lui poser des questions. Et puis demain, franchement, il faut s'inspirer de ce qu'il fait sur son domaine, parce que ça peut vraiment donner des idées à pas mal de choses. Merci Sarah de nous avoir accompagnés. Merci Yolène. Merci Aude. Et puis on va céder la place au dernier débat de l'après-midi qui portera sur le nouvel modèle de croissance.